vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart dans la série des expressions françaises. Et oui. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez... Mais c'est pas possible. En tout cas, les amis, j'espère que vous vous portez bien et que ça va. Que vous avez le moral et que vous êtes en pleine forme. Que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts. Alors installez-vous confortablement là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais commencer la lecture sur les origines des expressions courantes. L'histoire de la langue est une tapestrie fascinante de coutumes, de traditions et de cultures. Chaque mot et expression que nous utilisons a une origine, souvent ancrée dans les événements historiques ou des pratiques culturelles. Nous allons explorer les racines de certaines de ces expressions courantes pour mieux comprendre comment elles sont entrées dans notre vocabulaire au quotidien. La première, il n'y a pas le feu au lac. Cette expression qui date du milieu du 19e siècle est couramment utilisée pour dire qu'il n'y a pas lieu de s'affoler, trouve son origine dans le paysage géographique de la France. Le lac ici fait référence au lac paisible de la région comme le lac Léman. L'idée est que s'il n'y a pas eu de feu d'urgence au lac, un endroit normalement calme, alors tout va bien. Avec le temps, cette expression s'est généralisée pour signifier qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter outre mesure. Deuxième, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'image est claire, un vase rempli jusqu'au bord et une simple goutte d'eau suffit pour le faire déborder. L'origine de cette expression remonte à l'Antiquité, où l'on se servait de vases pour recueillir l'eau. Chaque goutte compte, symbolisant que même les petits événements peuvent avoir de grandes conséquences si le contexte est déjà tendu. La troisième, casser sa pipe. Il s'agit d'une façon familière de dire que quelqu'un est décédé. L'origine de cette expression est liée à l'ancienne habitude de fumer la pipe. Dans le passé, les pipes étaient souvent fabriquées à partir de matériaux fragiles comme l'argile. Si une pipe tombait et se cassait, elle était irréparable, d'où l'association avec une fin définitive, soit la mort. Quatrième, dormir sur ses deux oreilles. Cette expression signifie dormir paisiblement, sans souci. Elle viendrait de l'ancienne pratique de dormir d'un côté puis de l'autre pour protéger ses oreilles du froid ou des insectes. Si quelqu'un pouvait dormir sans avoir besoin de protéger ses oreilles, cela signifiait qu'il était en sécurité et pouvait donc se reposer profondément. Cinquième, être au bout du rouleau. Utilisée pour exprimer un état d'épuisement ou de désespoir. Cette expression a des origines industrielles. Dans les anciennes usines textiles, quand une bobine de fil était presque vide, le tissu produit était de moindre qualité. L'image du rouleau vide évoque donc une personne qui a donné tout ce qu'elle avait et qui est maintenant épuisée. Sixième, mettre la charrue avant les bœufs.
expression signifie qu'on entreprend les choses dans le mauvais ordre ou qu'on s'emballe sans réflexion préalable. Historiquement, avant l'ère de la mécanisation, la charrue était tirée par des bœufs pour labourer les champs. Si quelqu'un mettait littéralement la charrue avant les bœufs, cela serait non seulement inutile, mais cela montrerait également une grave méconnaissance de la manière de procéder. Ainsi, cette expression est devenue synonyme d'action mal réfléchie ou mal organisée. Passer à la casserole. Au sens premier, cette expression renvoie à l'idée de cuisson, un aliment qui passe à la casserole et cuit. Cependant, au fil du temps, elle a pris un sens figuré et est devenue une manière familière d'exprimer le fait de subir une épreuve ou, dans un contexte plus léger, d'avoir une relation intime. Son origine exacte est floue, mais elle reflète bien la façon dont les objets courants, comme une casserole, peuvent être utilisés de manière métaphorique dans la langue. La langue française regorge d'expressions pittoresques et de tournures idiomatiques. Ces locutions enrichissent notre communication quotidienne et servent de pont entre notre présent et notre patrimoine culturel et historique. Ensuite, d'où viennent ces 10 expressions de la langue française qui ont une origine historique? Tout d'abord, il est plus juste de parler d'expressions idiomatiques ou idiotisme. C'est une phrase simple, déjà composée, linguistiquement parlant et prête à l'usage. Elle a un sens bien défini et peut être employée que dans certaines situations précises. Son sens est à prendre au niveau de l'image qu'elle représente et non à traduire mot à mot. Sinon, on peut tomber sur des significations ou métaphores souvent curieuses. Voici une sélection de 10 expressions courantes de la langue française qui ont une origine historique, expliquées au travers de faits ou anecdotes. La première, ça ne mange pas de pain. Cette expression est employée quand une situation, action ou prise de décision ne demande aucun effort ou n'implique aucune prise de risque. En marketing, elle est même devenue un argument de poids pour convaincre son interlocuteur. Ah oui, mais ça c'était sûr que ça allait arriver un jour, ça. Mais parce que ça tient pas. Bon, origine de l'expression. Elle remonte au Moyen-Âge, lorsque le pain était l'aliment de base. Il représentait une bonne partie du budget alimentaire. À l'époque, prendre une décision sur une dépense qui ne mangeait pas de pain voulait dire que cela ne coûtait pas grand-chose pour la famille. Cela n'avait pas d'impact sur l'achat de cet aliment de première nécessité. Dans les années 30, elle est aussi employée pour définir une relation purement intime et non fertile. Ainsi, pas d'enfant, pas de bouche à nourrir, donc pas de pain à acheter. L'écrivaine Colette l'aurait utilisé pour qualifier ses relations avec ses amants. Deuxième, c'est une autre paire de manches. Cette expression est utilisée pour définir qu'on est face à une chose ou situation différente et souvent plus difficile et compliquée que celle d'avant. On pourrait penser que cela viendrait des manches qui existent dans les compétitions sportives, comme les mi-temps au football par exemple. Il n'en est rien. Cette expression date du XVIe siècle et nous viendrait de la mode de l'époque. En effet, les manches n'étaient pas toujours cousues définitivement et étaient simplement fixées par de rubans ou des lacets. Ingénieux. Ainsi, on pouvait multiplier les styles à moindre frais et changer de tenue selon l'humeur ou la météo. L'expression met donc l'accent sur la difficulté par opposition
position aux manches qui se changeaient en un tour de bras. Lors des tournois, les dames avaient pour coutume de donner une de leurs manches à leur chevalier en gage d'amour. Celui-ci, en l'accrochant à sa lance, promettait fidélité. Une autre paire de manches pouvait aussi exprimer une infidélité. Troisième, trier sur le volet. Cette expression est adoptée pour définir une sélection choisie avec soin, triée parmi un grand nombre pour ne garder que les meilleurs. Aujourd'hui, il y a aussi une petite connotation VIP. Cette expression prendrait ses sources dans l'agriculture au Moyen Âge, où pour trier les graines, on utilisait en guise de tamis un voile fin appelé volet. Ainsi étaient triés les pois et les fèves de manière méticuleuse. D'autres pensent que l'expression viendrait des volets à deux rabats des échoppes, un qui s'ouvrait vers le bas et un vers le haut. Une fois ouvert, il servait d'étal sur lesquels étaient exposées les marchandises. Toutefois, il faut noter que ces planches ne s'appelaient pas à l'époque des volets, mais des contrevents. Certains remettent donc en cause cette explication comme origine du terme. Quatrième, joindre les deux bouts. Cette expression fait référence à la gestion du budget. Elle est employée lorsque l'on a des difficultés financières et que l'on peine à payer ses factures en fin de mois. Cette expression est apparue dans la société du XVIe siècle. Chez les nobles et les bourgeois, la mode est à la collerette, ces espèces de cols montants plissés en dentelle portés autour du cou. Surnommée la fraise à cause de sa forme, sa taille dépend de la réussite et de la richesse de celui qui la porte. Elle est même introduite à la cour de France d'Henri III et de Catherine de Médicis. Lors des banquets, il arrivait que les serviettes de table soient trop petites pour être nouées autour du cou à cause des fraises démesurées de certains nobles. Ils avaient ainsi du mal à joindre les deux bouts. Ah, d'accord. Cinquième, c'est là que le bas blesse. Cette expression est utilisée pour définir l'origine d'un problème. Cela peut être la cause d'une peine psychologique ou physique, ou l'identification de la source d'une souffrance. On met le doigt sur un point sensible qui est souvent un frein. Le mot « bas » n'est plus très courant. On peut donc penser à tort que l'expression s'écrit avec le mot « bas », B-A-S, alors que c'est B-A, accent circonflexe, T. Mais en quoi un collant est-il blessant, je vous le demande. Cette expression est apparue au milieu du XVe siècle où l'on fixait un bas, donc B-A, accent circonflexe, T, sur le dos des bêtes de somme. Animaux domestiques pour porter des charges comme par exemple le mulet, le cheval, le bœuf, mais aussi le yak ou le chameau. Et ainsi transporter des marchandises. Il arrivait que le bas soit trop chargé et provoquait par frottement des plaies douloureuses sur la peau des animaux. On disait alors le bas blesse l'animal. Ce dispositif permettant de porter des charges lourdes a également donné l'expression péjorative âne batté, crétin, triste quand on sait qu'un âne n'est pas du tout stupide. Sixième, compter pour des prunes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tout de suite envie de chanter la chanson de Lio, les prunes ne comptent pas pour des prunes. Cette expression se traduit par compter pour rien et sert à qualifier une chose sans intérêt, inutile ou sans impact. Cette expression remonte à l'époque des croisades du XIIe siècle lors de l'assiègement de la ville de Damas, l'actuelle capitale de la Syrie, par les chrétiens. Damas était reconnu pour ses exploitations de pruniers et il semblerait que lors de la défaite chrétienne, les croisés
n'eurent pour seule consolation que des prunes à déguster. 7e, tomber dans le panneau. Cette expression signifie que l'on s'est fait avoir, que l'on a été trop crédule ou pas assez futé. En gros, on s'est fait berner et on est comme tombé dans un piège. Cette expression prendrait ses sources dans le vocabulaire de la chasse du XVIIe siècle. En effet, les chasseurs se servaient d'un filet appelé panneau pour attraper le gibier. Littéralement, elle signifiait à l'époque tomber dans un piège. Sa variante, tomber dans les filets d'une personne, peut aussi faire référence au piège des chasseurs exposé plus haut. Cependant, elle a une connotation plus sentimentale car elle est plutôt employée pour signifier qu'on est envoûté par une personne, donc à sa merci, ou victime d'un aveuglement amoureux. 8e, être un vrai cordon bleu. Cette expression est employée pour désigner une personne qui a des talents culinaires, un vrai petit chef cuisinier. Oui, le cordon bleu, c'est aussi une escalope panée, roulée et fourrée de jambon au fromage. Vous vous rappelez du père Dodu? Eh bien, ça n'a rien à voir. Au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, le roi Henri III instaura l'ordre du Saint-Esprit, destiné à rallier à sa cause les nobles catholiques contre les protestants. Les chevaliers de cet ordre étaient ainsi décorés de la croix de Malte, fixée à un ruban bleu, qui constituait la plus illustre et prestigieuse distinction honorifique. Elle fut par la suite abolie et remplacée par la Légion d'honneur instaurée par Napoléon Bonaparte en 1802. Cependant, le cordon bleu est resté au travers des siècles un symbole fort faisant référence à un certain mérite et désignant des personnes hautement qualifiées dans un domaine. L'expression dans le monde culinaire s'est vraiment popularisée à partir de 1895, lorsque Marthe Distel publia le premier journal sur la cuisine, La cuisinière Cordon Bleu. Par la suite, elle créa des écoles, le Cordon Bleu, Institut d'art culinaire et de management hôtelier, destiné à cultiver l'art de vivre à la française. Enfin, pour ce qui est de l'origine du nom de la recette d'escalope panée, deux pistes font encore débat. La première porte à croire que la recette est nommée ainsi en raison des cordons bleus utilisés par les cuisiniers de l'époque pour attacher entre elles les tranches d'escalope. La seconde rejoint l'origine du terme généraliste de cordon bleu exposé plus haut, un mets inventé par un cuisinier de mérite. La Suisse semble être le pays de naissance de cette fameuse escalope roulée au fromage. En effet, on retrouve la première mention de cette recette dans un livre de cuisine de 1949 nommé Escalope à la viennoise. 9e, être un vieux de la vieille. Cette expression est employée pour qualifier une personne âgée, ayant acquis une certaine expérience dans un domaine précis, ou plus généralement pour désigner un ancien. Mais elle ne désigne pas le mari d'une petite vieille, non, ce n'est pas si simple. Au XIXe siècle, la garde impériale de Napoléon Ier était constituée de troupes d'élite, une jeune garde, une moyenne garde et une vieille garde. Les hommes appartenant à la vieille garde étaient appelés les grognards, soldats les plus expérimentés mais aussi les plus revendicatifs, d'où leur surnom donné par Napoléon. Les vieux soldats restés considérés et étaient honorés d'avoir fait partie de la garde impériale. Cette locution est donc en fait une version raccourcie de un vieux de la vieille garde impériale. Et enfin la dernière, découvrez le poteau rose. Non, ça ne s'écrit pas le poteau rose, voyons, même si lors de la prononciation on en a l'impression. C'est cette expression spécifique que l'on a découvert un secret
une supercherie qui nous était jusqu'alors cachée. Il existe plusieurs origines discutables à cette expression. Une hypothèse romantique, certains parlent de pots de rose posés sur le rebord des fenêtres par les dames afin que leurs galants, en les soulevant, y déposent des billets doux. Cependant, le mot découvrir au sens où on l'entend aujourd'hui daterait seulement du XVIe siècle, alors que déjà au XIIIe siècle on employait la locution pot de fleurs. Une hypothèse esthétique. D'autres disent que le poteau rose désignait le pot de farajou des dames. Les hommes auraient découvert qu'elles usaient d'artifices pour obtenir un teint parfait. Une hypothèse intime, le rose étant associé à la féminité. Certains pensent que l'expression fait référence à l'innocence et à la virginité. Une hypothèse manuelle, littéralement le mot découvrir signifie enlever quelque chose qui recouvre autre chose. Ainsi, découvrir le pot d'eau rose signifierait retirer le couvercle du pot qui contenait de l'eau de rose. Cette ongue, pas ancêtre du parfum au Moyen-Âge, s'évaporait si on ne le couvrait pas. Ainsi, cela s'image par le fait qu'on laissait s'échapper quelque chose du pot si on lui enlevait son couvercle, comme un secret. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les expressions françaises et leurs origines, comme on adore entendre. Vous allez devenir incollable sur les expressions françaises, leur signification et leur origine historique. Comme ça, on pourra tous un petit peu se vanter au dîner de savoir d'où vient telle ou telle expression, notamment être un cordon bleu. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Quoi d'autre? Prenez bien soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. ASMR, une vidéo.